Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. L'autonomisation financière des organismes syndicaux, la question est en débat au Palais du Peuple à Conakry. C'est à la faveur du 17e congrès de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée. La problématique de prise en charge du cancer du col de l'utérus au centre des préoccupations de l'OMS et une formation des formateurs se tient à cet effet ici à Conakry. Et puis le réveil du Yoruba de Kindia, l'orchestre vient de recevoir des instruments de musique offerts par le ministre d'État des Transports. Le mélomane apprécie le geste. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de votre attention. Troisième jour du dialogue politique au Palais du Peuple ici à Conakry. Les discussions se poursuivent. Les points de l'accord de 20 août devraient faire l'objet de débats à Conakry. Mais finalement, la question du gel des activités de la CENI a dominé les discussions. Suivez le compte rendu de Mohamed Kamara. Les points de l'accord du 20 août 2015 avaient été annoncés pour les discussions de ce lundi. Mais une question préjudicielle a ravi la vedette en ce troisième jour du dialogue politique inclusif. L'opposition a soulevé le gel momentané des activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI avant la poursuite du cadre de dialogue. Comme il fallait s'y attendre, un débat roulé mais constructif a eu lieu. Et les parties prenantes sont parvenues à un consensus. Puisque le problème tourne autour de la nature d'élection à laquelle nous partons, pour le moment, les activités que la CENI mène sur le terrain étant des activités qui ne sont pas liées à un type d'élection, mais qui sont valables pour toutes les élections, à savoir la cartographie électorale. Ça ne sert à rien de les arrêter. Elles ne sont faites ni seulement pour les élections communales, ni seulement pour des élections de quartier, ni seulement aussi pour des élections législatives ou présidentielles, mais toutes les élections en Guinée. Autant continuer à les faire. Mais la sollicitude de tous les acteurs et puis de tous les deux camps, opposition, mouvance, par rapport à ce sujet, c'était l'appropriation des uns et des autres, n'est-ce pas, du chronogramme, n'est-ce pas, des élections élaborées par la CENI. La société civile et les partenaires bi- et multilatéraux, dans leur rôle d'observateurs, apprécient l'atmosphère dans laquelle se déroulent les débats. Nous pensons que les choses avancent, lentement mais sûrement, et que ce dialogue va véritablement nous permettre non seulement d'aller à des élections apaisées, mais aussi nous permettre d'améliorer l'environnement juridique des élections en Guinée. Demain mardi, les questions sur l'accord du 20 août 2015 seront au centre des discussions au compte du 4e jour du cadre de dialogue interguinéen. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, tient son 17e congrès au Palais du Peuple à Conakry. Durant 3 jours, les congressistes venus des différentes structures syndicales vont débattre de la question de l'autonomie financière des organismes syndicaux. Voici le compte-rendu de Tierno Ousmane Diallo. Ce 17e congrès de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée intervient 5 ans après le dernier, comme le prévoit le règlement de cette organisation syndicale. Des délégués des 17 fédérations professionnelles, des 8 organisations régionales et des 33 comités syndicaux des préfectures prennent part à la rencontre. L'heure du bilan pour l'équipe de Amadou Diallo a sonné. Candidat à sa propre succession à la tête de la CNTG, son opération séduction s'appuie notamment sur les retombées de différentes négociations avec le gouvernement. À compter du 1er novembre 2016, la nouvelle grille salariale de Guinée va être fonctionnelle. Camarades du salut! Camarades du salut! Camarades du salut! Merci. Et c'est une grille qui est rétroactive à compter de janvier 2016. À cela s'ajoute, à compter de 2014, 2015 et 2016, chaque travailleur bénéficiera d'un avancement de 2 échelons.
Première centrale syndicale du pays selon les résultats des élections sociales rendues publiques en 2015, la CNTG est un des interlocuteurs du gouvernement. Grâce à des échanges réguliers, parfois tendus et même houleux, mais toujours empreints de respect et tournés vers l'intérêt général, vous avez obtenu, nous avons obtenu des acquis fondamentaux dont peu de partenaires sociaux peuvent se vanter en un laps de temps aussi court. Pour la première fois, les travailleurs guinéens disposent d'un salaire minimum garanti. En l'espace de 3 ans, le salaire a été augmenté de 140% pour les travailleurs du public. Nous avons supprimé la retenue sur les traitements et salaires pour les travailleurs du privé pour la tranche allant de 1 à 1 million de francs guinéens et nous avons allégé cette même retenue de 30 à 5% pour la tranche de salaires allant de 1 million à 2 millions. Créée au lendemain de l'accession du pays à l'indépendance, la CNTG vient de loin. Son histoire récente est fortement marquée par un personnage, aujourd'hui présidente du Conseil économique et social, Hadja Rabiatou Sera Diallo a longuement été ovationnée. Par ailleurs, présidente d'honneur de la CNTG depuis 2010, elle rappelle l'enjeu du thème de ce congrès. Il faut engager des mesures fortes pour soutenir la CNTG par des ressources endogènes, symbole de notre autonomie et de notre indépendance véritable. Ce 17e congrès de la CNTG prendra fin mercredi prochain par l'élection des membres d'un nouveau bureau exécutif. À propos justement de la tenue à Conakry du 17e congrès de la CNTG, notre reporter Ousmane Diallo a recueilli les réactions de quelques congressistes. Écoutons-les. Depuis l'indépendance, le recouvrement de la souveraineté nationale, la construction de la Guinée, la mise en place des institutions et puis l'avènement de la démocratie en Guinée, la consolidation de la paix, quand même qu'il faut rendre un grand hommage au mouvement syndical guinéen, aux travailleurs guinéens pour le rapport dans la construction et le développement de la Guinée. C'est toujours très important de participer au congrès de nos camarades des syndicats africains et de la Guinée. D'abord parce qu'on a une histoire commune et puis parce qu'on a plein de choses à construire ensemble pour combattre la pauvreté, les inégalités. Et c'est ça, ces valeurs universelles qui nous rassemblent. Au-delà même de la géographie, les Mali et la Guinée constituent le même pays pour la langue, aussi bien que pour la culture et pour la lutte historique que les peuples maliens et les peuples guinéens ont mené ensemble. Donc être à un congrès à Conakry, c'est un honneur pour nous et c'est une joie pour nous. L'autre temps fort de cette édition à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères poursuit son séjour de travail à New York à la faveur du 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aya Makale Kamara a exposé sur le droit au développement, à l'énergie renouvelable et la relance de l'économie nationale. Après Ebola, on suit la correspondance de Fatoumata Samoa à New York. C'est une véritable offensive diplomatique que la ministre des Affaires étrangères a menée pendant cette 71e session de l'Assemblée générale. Au débat général annuel et au sommet de l'ONU, Hadja Makale Kamara a expliqué la vision du chef de l'État et son ambition de faire de la Guinée un pays émergent. Les pays du monde, pour se mettre à l'abri de ce terrorisme, de cet obscurantisme, doivent aider les pays pauvres à s'en sortir, mais à construire aussi leur économie. En construisant leur économie, nos enfants vont cesser d'aller à la mer pour se faire tuer. Donc ces questions-là sont des questions qui nous ont préoccupés. Aussi, nous avons eu la réunion de haut niveau sur le droit au développement. Donc ces questions sont tout à fait intimement liées. Chaque peuple du monde a droit à la prospérité et au développement. Et la voie que l'Afrique veut suivre aujourd'hui, c'est celle de la conquête de l'énergie. Et le président Alpha Condé a la charge de l'électrification de l'Afrique sur l'énergie renouvelable. À la communauté des partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée, la ministre des Affaires étrangères a adressé un plaidoyer.
Un plaidoyer focalisé sur la mobilisation autour du mécanisme national de relance post-Ebola et des énergies renouvelables, des programmes prioritaires auxquels le professeur Alpha Condé accorde du prix. Santé, la problématique de la prise en charge du cancer du col de l'utérus au centre des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS organise depuis ce matin à Conakry un atelier de formation des formateurs qui se familiarisent avec les techniques du dépistage et de la prise en charge des malades. Les participants sont venus des pays les plus affectés du continent. Sori Dukera signe ce reportage. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième type de cancer après celui du sein en Afrique subsaharienne. En Guinée, il constitue le premier type avec un taux d'incidence de 46 cas pour 100 000 femmes. Face à l'ampleur du phénomène, les experts de la gynéco-obstétrique des 10 pays africains les plus affectés par la maladie se concertent depuis ce lundi à Conakry. Au centre des discussions, les différentes méthodes de prévention de la maladie et les techniques liées à sa prise en charge. Environ une femme décède de cancer du col toutes les 3 minutes, ce qui équivaut à un avion gros porteur d'environ 300 personnes qui se crachent par jour avec un décès d'environ 300 personnes par cancer du col de l'utérus par jour. Donc c'est véritablement un problème dans les pays en développement et particulièrement en Afrique. Et c'est pour cela que l'OMS a décidé de former les représentants de 10 pays africains. Les experts des 10 pays présents à Conakry devront surtout échanger sur les expériences nationales autour de la problématique de la gestion des cancers gynécologiques et de toutes les formes de lésions précancéreuses. La Guinée a engagé depuis quelques années des efforts importants pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Cette rencontre devrait armer davantage le pays dans sa lutte contre le fléau. Le gouvernement guinéen est conscient des conséquences de cette maladie, veut se doter de moyens efficaces de lutte globale, au sein de laquelle la disponibilité de ressources humaines bien formées est la clé de force. Le clou des 3 jours de travaux théoriques de cet atelier sera marqué les jeudis et vendredis prochains par une campagne de dépistage et de soins gratuits en faveur des femmes de Conakry et environ. Près de 200 femmes seront touchées par l'opération à travers la double méthode dite IVA, entendez, inspection visuelle du col de l'utérus à l'acide acétique et du traitement héliothérapie. Dans le même registre, la Guinée célèbre ce 26 septembre la journée mondiale de la contraception. Malgré les campagnes de sensibilisation, le taux de planification reste très faible. Chez nous, seulement 7% des femmes acceptent la planification. Les méthodes contraceptives sont moins utilisées par Maïsata Kamara. À Conakry, la journée mondiale de la contraception est célébrée sur fond de sensibilisation. Plusieurs femmes en âge de procréation méconnaissent les différentes méthodes de planification familiale. Selon l'enquête démographique de santé de 2012, seuls 7% des femmes acceptent la planification familiale en Guinée. Des chiffres assez interpellants à en croire des spécialistes. Aujourd'hui, c'est la planification familiale qui est la meilleure stratégie pour la réduction de la mortalité maternelle. La Guinée, on a un taux de prévalence qui est très bas dans la sous-région. Nous avons plusieurs méthodes de contraception disponibles. C'est les formes orales. Donc ici, c'est un comprimé à prendre tous les jours. Nous avons l'injectable, l'intimide ou le dépôt-provera. C'est une injection chaque 3 mois. En plus, nous avons deux appareils, c'est le DIU, dispositif intra-utérin, et l'implant Jadel. Lorsque la femme désire une grossesse, on arrête la méthode et elle peut concevoir. Au centre médical communal de Ratoma, Djenab Sankan fait partie des 51 femmes qui ont opté pour la contraception. Étudiante à licence 3, Djenab est célibataire. La vingtaine, elle vient se renseigner sur la contraception. Après son premier entretien, elle pense déjà à la planification. Je suis venue juste pour une planification familiale pour ne pas avoir des enfants jusqu'au jour de mon mariage.
Chaque année, la journée mondiale de la contraception est célébrée dans le monde. En Guinée, c'est l'occasion pour les femmes d'être mieux informées sur les différentes méthodes de la planification familiale. Direction région de Bokeh, où les députés juniors s'impliquent dans la lutte contre l'excision. Ils ont mené une semaine de sensibilisation auprès des communautés. L'action devrait pousser les populations à abandonner cette pratique néfaste à la santé de la femme. Mohamed Kamara. Le taux de prévalence élevé des mutilations génitales féminines en Guinée amène les députés juniors à s'impliquer désormais dans la lutte contre l'excision. Dans la préfecture de Bokeh, première étape de cette campagne de sensibilisation, les députés du Parlement des enfants ont mené durant une semaine des campagnes de plaidoyer auprès des autorités et communautés pour un changement de comportement. Le Parlement des enfants de Guinée a mis en place cette campagne de sensibilisation dans le cadre de sensibiliser les populations de Guinée pour que le phénomène de l'excision qui a pris de l'ampleur, mais aussi des mariages précoces, diminue. Et nous avons donc pris l'engagement au nom de toutes les autorités de Bokeh, au nom de toutes les populations de Bokeh, que nous veillerons à ce que la loi relative à l'interdiction des mutilations génitales féminines soit appliquée. Devant les forces vives de Kakandé, la ministre de la Promotion féminine et de l'enfance a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre le combat contre cette pratique néfaste. Les victimes de l'excision sont les enfants et si le Parlement des enfants s'élève pour lutter contre cette pratique, c'est de respecter l'adage qui dit que tout progrès pris pour moi, sans moi et contre moi. Ça veut dire qu'ils sont engagés aujourd'hui à prendre leur destin en main. Selon les dernières enquêtes démographiques de santé, 97% des femmes sont excisées en Guinée, ce qui place notre pays au deuxième rang africain derrière la Somalie, un taux que les autorités comptent inverser dans les années à venir. L'autre image de l'actualité nationale, les agents de l'OPROGEM, entendez, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, viennent de bénéficier d'une formation de 2 semaines à Conakry. Il a été question de renforcer leurs capacités pour la prise en charge des enfants et des femmes victimes de violences. Cette formation est appuyée par l'Union européenne. Maurice Sidibi, Al-Gassimba. Les services de sécurité désormais engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. 25 agents de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, des commissariats centraux urbains et des postes de police renforcent leurs capacités en matière de prise en charge des personnes victimes des violences basées sur le genre. Ce sont des inspecteurs ou des commissaires qui sont affectés soit dans des brigades au PROGEM des commissariats centraux de Matoto, d'Abompa et Sonfonia, mais également des personnes ressources que nous avons identifiées dans les commissariats urbains et les postes de police pour permettre aux victimes de violences basées sur le genre de trouver un policier qui puisse les prendre en charge près de chez eux, près en tout cas de l'endroit où ils résident, sans avoir à se déplacer au commissariat central qui est parfois éloigné et qui entraîne des frais pour se rendre jusque-là. Le gouvernement guinéen, à travers ce projet, entend efficacement lutter contre l'impunité en préparant effectivement les services judiciaires à sévir contre tout auteur de ces violences contre ces causes vulnérables, dont les enfants et les femmes. Cette formation devrait permettre à ces agents de l'OPROGEM de mieux cerner leur mission, mais aussi lutter contre la maltraitance faite aux enfants et aux femmes. C'est une phase préparatoire des agents pour l'accueil des victimes au niveau des commissariats. Parce que dès qu'une femme est maltraitée, dès qu'un enfant a un problème, là où il se dirige d'abord, c'est soit dans un commissariat, soit dans une brigade de gendarmerie. Si ces agents ne sont pas formés conséquemment pour l'accueil, ça devient très difficile. La présente session de formation est organisée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en collaboration avec l'Union européenne. La démarche est un volet du projet de police de proximité dans sa deuxième phase. Je vous le disais en titre, culture d'Iroband de Kinia a bénéficié des instruments de musique. C'est un don du ministre d'État des Transports, Oyeki Lavogui. Une bonne nouvelle pour ce groupe qui a fait danser plusieurs générations. Les doyens s'en souviennent. Jambo Kaba, Moussa Bangoura signe ce reportage.
Avec le réveil de la musique guinéenne, le Dirou Band de Kania gagne en décibels. Les enfants de Gadirou Camara bénéficient de nouveaux instruments. Un soutien qui vise à renforcer la formation musicale à Kindia. Une belle perspective s'offre à cet orchestre des années 60. Nous tenons par le courage et l'amour de la musique et le patriotisme surtout. Parce que nous ne voulons pas que l'orchestre Dirou Band meure. Parce que l'orchestre Dirou Band a rapporté beaucoup de médailles pendant les festivals d'Alpes. Ces instruments serviront au rééquipement de Dirou Band, lauréat national avec le concert Arbre éternel en 1970. Ce geste va permettre à de nouveaux talents de s'exprimer dans la valorisation de la culture. Et on s'est rendu compte que finalement l'orchestre n'a pas reculé par défaut d'instruments musicaux. Donc nous nous sommes proposés d'aller en Europe et acheter un ensemble pour eux. Je ne vais pas rentrer dans la liste qui est tellement longue, mais ce n'est qu'un geste parmi tant d'autres. À Yabara, dans la banlieue de Kindia, ce nouveau site va abriter un nouvel espace culturel, toutes disciplines confondues. Population du Kania, soyez fiers de vous-même, fiers de vos initiatives. Votre initiative, je veux dire celle de l'ARKID, Coordination des associations des ressortissants pour le développement intégré de la préfecture de Kindia, vient apporter à travers ce don un nouveau souffle pour réanimer ses propres valeurs socioculturelles et logiquement le patrimoine culturel national de notre pays, la Guinée. Pour cet appui, le ministre de la Culture, des Sports se pose comme un acteur du développement de l'économie culturelle, créatrice d'emplois dans cette partie du pays. Le réveil de Dirou Band de Kindia, un geste encouragé. Merci Moussa Bangoura. Promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous, c'est le thème de la Journée mondiale du tourisme qui sera célébrée demain mardi 27 septembre et l'occasion pour le département du tourisme d'aborder toutes les questions liées à l'importance de l'industrie touristique. Voici un extrait de la déclaration du ministre d'État chargé du tourisme. L'objectif de cette célébration de la Journée mondiale du tourisme de cette année est de rendre la communauté internationale plus consciente de l'importance du tourisme, mais également de cerner la valeur sociale, culturelle, politique et économique du tourisme. Le tourisme, activité le plus souvent associée chez nous aux loisirs superflus, doit être désormais conçu et pratiqué comme l'un des principaux secteurs pourvoyeurs d'emplois et de devises et en tant que tel, un moteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Cet événement est mis à profit pour aborder les défis mondiaux évoqués dans les objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies et rappeler que l'industrie touristique contribue à les relever. Toute personne a droit d'accéder aux loisirs et au tourisme dans les conditions d'égalité. Cependant, force est de constater que ce droit n'est pas encore à la portée de tous. Beaucoup de gens, du fait de leur jeunesse, de leur âge, de leur handicap quelconque ou de la faiblesse de leurs revenus, doivent encore affronter des obstacles pour pouvoir accéder aux éléments fondamentaux du voyage. Il est nécessaire de promouvoir un tourisme pour tous en éliminant toutes les barrières mentales, physiques et de revenus qui empêchent un réel accès aux loisirs et au repos. Page noire, avant de refermer cette édition, notre confrère Youssouf Chérif Haïdara a tiré sa révérence à l'âge de 64 ans à Conakry des suites de maladie. Éminent journaliste à l'AGP, agence guinéenne de presse, Chérif Haïdara est resté longtemps attaché de presse au ministère de la Santé publique. Il a regagné hier dimanche sa dernière demeure à Confoya, dans la préfecture de Bofa. Grand frère, tu as bien rempli ta mission, dors en paix.
Et puis le ministère des Travaux publics, à travers la direction des fonds d'entretien routier, informe les invités que la cérémonie d'ouverture de la réunion du groupe focal Afrique de l'Ouest, GFRAO, initialement prévue demain mardi, est reportée pour le mercredi 27 septembre à 9h. C'est donc la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cours, soyez dans le monde. À demain.